Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce EC-135 de la Gendarmerie nationale. Nous sommes avec le commandant Thibaut et avec le chef Jimmy. Donc là, j'ai piqué votre place en fait. Hein. Tout à l'heure en vol, c'est vous qui étiez là. Et l'objectif de la vidéo, c'est très simple. C'est de profiter de votre expertise en tant que pilote sur C-135 pour nous expliquer la machine à gaz qui est devant nous. Donc à vos ordres, du coup, en partant peut-être de la gauche ou comme vous voulez, nous expliquer comment ça fonctionne un hélico parce que ce genre de truc, ça me fait mal à la tête, personnellement. Pas de souci. On va vous expliquer tout ça, ça va être très clair. Bon, là on est sur une architecture dite All Glass Cockpit, où on remplace la plupart des cadrans par des écrans numériques sur lesquels sont synthétisés l'ensemble des paramètres qui nous servent à réaliser nos missions et nos vols. Donc à l'exception des instruments de secours, tout est digitalisé. Ce qu'on va retrouver principalement, les choses qui sont bien connues de tout le monde, c'est un horizon artificiel. Donc sur cette architecture-là, on appelle ça un Primary Flight Display, un PFD, couplé souvent avec un nav display, un ND, qui permettent donc d'assurer le vol, de connaître l'attitude de la machine, sa vitesse, son altitude, son ton de chute ou de montée. Et pour l'écran du bas, au niveau du nav display, on va retrouver tout ce qui est notamment les instruments de radionavigation pour traquer du VOR ou du signal GPS quand on fait de l'IRPBN. Voilà pour cet écran-là. Au centre, on va retrouver tout ce qui est relatif au suivi on va dire, de l'intégrité mécanique de la machine, avec trois principaux écrans. Le premier ici qu'on appelle un CAD, un Caution and Advisory Display, qui vient en fait afficher des labels, donc en fonctionnement nominal. Évidemment, tout ça c'est noir. Là, on est au sol, donc tout est allumé comme un sapin de Noël. Et donc, en cours de vol, si l'un de ces labels s'affiche, j'ai de mon côté certaines actions à effectuer à l'aide ou non des checklists en fonction de la gravité de la panne qui est détectée. Donc on va retrouver au centre un indicateur qui est bien connu des hélicoptéristes et qui l'est beaucoup moins des pilotes avions. C'est ce qu'on appelle un FLI, un First Limit Indicator. Et en fait, c'est un système qui nous synthétise à l'instant T quel est notre paramètre limitant. Parmi les trois qui sont suivis, qui sont le torque, le couple, la TOT, donc la température en sortie de tuyère, et les N1, donc la puissance dégagée par les moteurs. Alors juste que tout le monde comprenne bien, moi le premier, torque TOT N1, donc le couple, où est-ce que c'est mesuré? Alors c'est pris au niveau du mât rotor. Il y a des efforts importants qui sont développés à ce niveau-là. Et donc nous, quand on va faire des demandes de puissance, c'est là que vont s'exercer le plus manifestement les efforts mécaniques. Et ces efforts mécaniques viennent du fait que vous avez une énergie produite par vos deux moteurs, et cette énergie, elle doit être transformée en gros en rotation par... Alors c'est ça, à la sortie des moteurs, on vient récupérer dans la boîte de transmission principale l'énergie via la rotation qui est fournie par les moteurs, et on va répartir cette énergie en deux couples, un couple au profit du rotor principal et un autre qu'on va renvoyer au rotor anti-couple. Et donc voilà, il y a des efforts mécaniques qui sont très importants et ils sont suivis par différents indicateurs à l'intérieur de la machine. D'accord. Donc le torque, c'est très clair. Pour ce qui est du TOT, donc c'est la température. Cette température, le senseur se situe? Il est à la sortie du moteur, parce qu'on peut pas aller directement prendre la température qui est à l'intérieur de la chambre de combustion. Ouais. Donc on la prend un petit peu plus loin dans la chaîne de production d'énergie. Et donc voilà, et c'est cet indicateur qu'on suit malgré tout. Et le N1, du coup, qui nous donne une indication sur... Et ben à la sortie, pareil, des moteurs, mais là, sur le régime des turbines à gaz, et qui nous dit voilà si la turbine est en train de donner tout ce qu'elle a ou pas. Alors nous, c'est un indicateur qui est rarement limitant aux altitudes auxquelles on travaille, mais pour les gens qui volent en montagne où l'atmosphère est beaucoup moins dense et les contraintes différentes, c'est un indicateur qui surveille avec beaucoup d'attention. Et là, vous avez donc moteur 1, moteur 2, vous les exactement, comme ça, toujours le 1 à gauche, le 2 à droite. Vous avez piqué ça aux avions. Ouais. Très bien. Et donc en dessous, là, il fait 18,3. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un ELEC VEH. Ça permet de suivre certains paramètres secondaires par rapport aux trois premiers dont on vient de parler, qui sont quand même très importants, notamment les pressions et les températures des huiles moteurs et de l'huile qui est à l'intérieur de la BTP, et également de suivre l'état des systèmes électriques avec les différentes génératrices qui délivrent le courant pour la machine.
Voilà. D'accord, donc On là, a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut avoir un ah regard. oui, ah oui, grâce au FADEC. Donc vous avez un Exactement. ordinateur qui vous C'est ça, contrôle tout à fait. les moteurs. Et au niveau des informations ici, on va dire de secours, ça correspond à la même chose? Pas du tout. Pas du tout. Ici, en fait, on va suivre le régime N2. Ici, vous voyez, il y a marqué N1, là N2. Donc c'est alors, il y a 3 aiguilles là qui sont toujours superposées. La grosse aiguille, l'aiguille R, c'est celle qui va nous donner notre régime de rotation du rotor, parce qu'en fait, il y a une expression chez les hélicoptéristes, les tours c'est la vie. Tant que le rotor tourne au bon régime, il va pas vous arriver grand chose. À l'inverse, si vous commencez à perdre vos tours, c'est là que les ennuis commencent. Donc c'est là-dessus, c'est notamment pour ça qu'on l'a sur les instruments de secours. C'est vraiment la chose à préserver en dernier recours. Vous connaissez peut-être les manœuvres d'autorotation. Dans ces manœuvres-là, ce qui est fondamental, c'est la gestion des tours. Donc c'est pour ça que c'est redondant et qu'on le voit réapparaître dans les indications En de secours. gros, un certain nombre de tours vous donne la portance suffisante à rester en l'air? On peut le synthétiser un peu comme ça ou... On peut le synthétiser comme ça. Disons que en dessous d'un certain régime, là, vous n'aurez plus rien qui vous portera et vous finirez par tomber comme une pierre. Ensuite, il y a vraiment une gestion des tours parce qu'il faut quelque part un peu en emmagasiner, notamment dans les phases d'autorotation, aller se faire une petite réserve de tours parce que c'est ça que vous allez consommer au moment où vous allez devoir tout casser votre VZ et essayer de la, enfin pardon votre VZ pour la transformer en VY. Ok, très clair. Au niveau du pétrole, on a vu qu'il peut y avoir 710 litres, donc vos indications sont toutes en litres, c'est ça? C'est ça, c'est paramétrable, mais nous on fait le choix de les afficher en litres. Et donc là, il y a 3 réservoirs à bord, 2 petits et un gros ou... Alors, on a un réservoir principal et ensuite ce qu'on appelle des nourrices. Donc c'est, vous avez un système en fait où les moteurs viennent d'abord puiser dans les nourrices et en fait le réservoir principal alimente en continu les nourrices et c'est les nourrices qui finissent par se vider en dernier. Nous, dans notre politique de gestion carburant, l'enjeu c'est de jamais taper dans les nourrices, c'est votre sécurité carburant. D'accord. Très bien, très clair. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que vous avez de beau là? Ici, on a tous les contrôles qui permettent donc d'utiliser les FADEC, donc et de automatique digital engine control. Exactement. L'ordinateur qui gère les moteurs. Tout à fait. De mettre en route les moteurs, on dispose grâce au FADEC d'un mode également d'un mode école qui nous permet de simuler des pannes moteurs. C'est sympa pour rassurer les élèves. Exactement. Et donc on va s'y entraîner assez régulièrement pour se familiariser avec les 4 pannes moteurs. Derrière, on va retrouver un élément central pour la conduite du vol, un NMS. Alors nous, on ne dispose pas d'un FMS puisque ça ne prend pas en compte la gestion du carburant. Donc c'est pour ça que c'est le niveau du dessous, le NMS, le Navigation Monitoring System, et qui nous permet donc de gérer nos communications, nos moyens radionaves et notre navigation. Okay. C'est couplé GPS. Et juste derrière, on va retrouver le pilote automatique, là aussi qui, couplé au NMS, nous permet d'enlever les mains des commandes et de nous concentrer sur la mission qui nous attend et pas uniquement sur la tenue de paramètres. Très bien. Ouais, il y a du travail. Et du coup, donc ça, vous êtes d'habitude en monopilote de jour avec le Mecbo. De ce que j'ai vu sur le vol que l'on vient d'effectuer, le Mecbo assiste le pilote dans certaines phases de vol. Quand vous êtes à 2 pilotes, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que en fait, moi, ce qui me fascine un petit peu, c'est... Moi, je me vois bien en mindset monopilote, dans mon Rafale, tout va bien. Multicrew dans mon 37, mais passer du même cockpit de l'un à l'autre, intellectuellement, comment est-ce que vous faites ce switch, en fait? Alors, généralement, comme on a eu l'occasion d'en parler déjà dans la journée, quand on part en bipilote, c'est souvent sur des missions de nuit ou sur des missions qui ont un niveau d'engagement opérationnel assez élevé. Et donc vous allez avoir un des 2 pilotes qui va vraiment être concentré sur la gestion du vol, la partie aéronautique, et l'autre pilote, le commandant de bord généralement, qui est plus sur l'aspect mission et faire le lien avec les enquêteurs à bord ou au sol et le déroulé de la mission gendarmerie en fait, dont on n'est que un des éléments, une des petites briques. Et tout ça, c'est le rôle du commandant de bord. Donc on reste quand même plutôt sur de la mise en œuvre monopilote, mais avec un backup et on va dire une assistance tactique. Exactement. On n'est pas forcément dans le vol bipilote, on est dans la mission à 2. À 3 du coup. Exactement, à 3 avec le mécanicien de bord. Tout à fait. Avec le mécanicien qui est derrière, donc du coup quand c'est 2 pilotes. Et du coup, derrière, il y a une gestion des caméras et des optionnels, c'est ça qui vous est dévolu? C'est totalement ça. Alors moi de mon côté j'ai ma caméra avec ma poignée, je peux gérer
Donc, comme on l'avait fait tout à l'heure, je peux être à l'avant, je peux la gérer à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, je vais avoir mon écran, donc je vais voir ma caméra. Je vais avoir mon ordinateur qui lui va me permettre de voir également une partie caméra, mais aussi une partie cartographique. C'est-à-dire, je vais avoir le GPS, un peu comme on l'a vu à l'avant, et je vais pouvoir, grâce aux informations que les pilotes vont me donner, regarder à un endroit spécifique et rechercher une personne, une voiture ou tout un lieu qu'on voudra avoir en image. Sachant que des fois, vous gérez aussi le treuil. Tout à fait. Alors le treuil, on l'utilise pas chez nous sur cette machine-là, mais ça sera sur l'autre machine. Sur le C145? Sur le c'est ça 145, voilà. Ça dépend des unités évidemment. Chez nous, ça sera sur le 145. D'accord. Et pour ce cas-là, par contre, on n'aura pas tout le système embarqué de la caméra. D'accord, donc là en fait, le C135 ici, vous l'avez spécialisé en caméra, et votre C145 est plus pour le transport Et la projection. et la projection. Tout à fait. En D'accord. fait, on travaille sur ces deux machines là en sécurité publique générale pour de l'observation, du renseignement, et le second plus pour de la projection et de l'intervention au profit des forces spécialisées du ministère de l'Intérieur. Donc les mecs beaux, ils préfèrent le 135 ou le 145? Tout dépend de la mission. au Tout final. dépend de la mission, ouais, c'est Ça ça. dépend, c'est totalement ça. La caméra, on prendra le 135. Niveau projection ou même quand on va faire de la corde lisse avec d'autres unités, là pour le coup le 145 est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. On a une amplitude qui est beaucoup plus facile. Très bien. Eh ben c'est très clair. Au niveau peut-être quand même, parce que c'est vrai que c'est bizarre, là je les ai filmés, mais vos manettes, alors j'appelle ça des manettes, mais votre tasse à vous. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un ouais, petit bien peu sûr. Alors c'est comment vraiment ça fonctionne? tout le cœur de l'hélicoptère, effectivement, et la grande différence qu'on va avoir par rapport à l'avion. 3 commandes pour piloter un hélicoptère, et toutes les commandes sont indispensables. Donc on retrouve des palonniers, un manche cyclique et un manche collectif. Donc les palonniers qui sont au niveau des pieds, ici, Exactement. et qu'on ne règle pas, du coup c'est le siège qu'on bouge. Hein. On peut les régler on peut les éventuellement, régler, mais il y a un réglage Ok. standard D'accord. qui convient à la majorité des gabarits. Sur le manche cyclique, on va retrouver évidemment tout un tas de boutons poussoirs pour engager ou désengager des systèmes. Et ce qui va nous permettre de gérer la puissance des moteurs et donc de monter, descendre, c'est le pas collectif. Alors la petite particularité dans l'hélicoptère, c'est que toute action sur l'une des commandes entraîne des effets secondaires sur les autres chaînes de commande. Et donc progressivement, vous apprenez à piloter en composant vos mouvements sur l'ensemble des 3 commandes. Et à la fin, ça devient instinctif et vous y réfléchissez plus. Mais au début, effectivement, c'est un peu à s'arracher les cheveux. Je tiens à noter, mon commandant, que j'ai bien noté le surhélicoptère spécificité, ce qui était légèrement de l'aviation bashing pour les avions. Parce que sur avion, c'est pas magique hein, non plus, ça n'est pas ultra stable toute la journée. Même si, avec les commandes de vol électriques qu'on a sur Rafale ou autre, il se passe des choses assez magiques. Mais bon, quand même. Donc, J'imagine. mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sensible et c'est vrai que c'est pas la même. Vous avez un pilote automatique, par contre. Effectivement, pilote automatique. Alors déjà, tous les hélicoptères modernes, vraiment, en tout cas ceux qui sont opérés aujourd'hui dans mon ministère ou même dans les armées, disposent déjà de systèmes de stabilisation qui permet déjà d'avoir un petit peu moins les commandes dans la smoule, si vous voulez, et donc qui vont stabiliser la position de l'hélicoptère autour d'un point d'équilibre. Au-dessus de ça, donc c'est ce qu'on appelle un SAS, un système d'augmentation de stabilité. Au-dessus de ça, vous pouvez avoir des couches supérieures, donc de pilotes automatiques vraiment, qui vont vous permettre donc soit de tenir des paramètres de cap, d'altitude, voilà, ou alors d'aller plus loin encore et de tenir une navigation, une vertical speed, des choses comme ça. Là, on est sur un pilote automatique dit 3 axes, parce qu'il ne gère pas la puissance. On a des générations maintenant de pilotes automatiques plus évolués, dit 4 axes, qui eux, en plus, vous gèrent le pas collectif et donc la puissance délivrée par les moteurs. Alors, la dernière question que j'ai pour vous, c'est, on est sur un bimoteur. Là, je vois qu'une seule commande. Oui. Comment est-ce que vous pouvez interagir, agir sur un seul moteur, par exemple que sur le 1 versus que sur le 2 avec ça? Très bien. Et là, puisqu'on est sur un hélicoptère qui est équipé de FADEC, en fonctionnement normal, à part la mise en route, les 2 moteurs sont gérés vraiment par le système. En cas de dégradation, notamment du FADEC, on va pouvoir venir manuellement travailler sur le débit de ces moteurs au travers de ces 2 poignées tournantes qui sont là. Et donc par une action de rotation, on va venir
augmenter ou diminuer le flux carburant qu'on envoie et donc impacter les N1 et le torque. Donc vous Par avez conséquent, moteur alors, 1, il moteur va 2. pas falloir le toucher parce que c'est extrêmement sensible. Bouton inconnu, touche à ton. Voilà. Exactement. Donc ça c'est le moteur 1 et ça c'est le moteur 2. Exactement. Moteur 1 en haut, moteur 2 en bas. D'accord. À l'inverse, sur le 145 qui est pas équipé, notre version de 145 qui est pas équipée de FADEC, depuis la mise en route jusqu'à la coupure, c'est vos manettes qui vous permettent de gérer vraiment vos deux moteurs. Parfait. Eh ben, c'est très clair. J'ai remarqué pendant le vol qu'il y a certaines phases qui sont plus vibratoires que d'autres, mais de manière générale, c'est un hélicoptère qui m'a pas l'air de beaucoup vibrer. Je sais pas par rapport aux autres hélicoptères que vous avez fait. Enfin, moi, j'ai fait que du Lynx avant et du Super Frelon et voilà. Enfin, dans mes souvenirs, c'était vraiment très shaky. Vous avez des indicateurs pour suivre les vibrations, des choses comme ça, ou qu'est-ce qui fait qu'un hélicoptère va plus vibrer dans certaines phases de vol que d'autres? Donc à part nos vertèbres, on n'a pas d'indicateur. C'est un hélicoptère qui vibre pas énormément, qui est relativement petit, mais qui vit assez mal quand même les vents traversiers et les vents arrière, notamment du fait de sa dérive arrière et du fenestron que vous avez vu, qui est très agréable en navigation. Qui offre des bonnes performances, mais qui par contre, dans certaines configurations de vol stationnaire, il faut bien positionner l'hélicoptère pour pouvoir, pour pas subir les effets néfastes du vent sur cette grande raquette en fait qui sort du fuselage. Et alors nous qui faisons souvent des observations en stationnaire à haute altitude, et ben là aussi il y a tout un enjeu de positionnement pour se mettre le vent du bon côté et pouvoir en bénéficier. D'accord, bah c'est très clair. Petite question pour finir, là on a vu un départ depuis une base. En tant que pilote gendarmerie, vous êtes qualifié à aller sur des plateformes maritimes ou pas? Des bateaux? Ouais, des bateaux. Alors on suit le stage de formation à l'appontage au sein de la Marine nationale pour avoir une initiation à ces manœuvres-là. Et ensuite, c'est notamment vrai pour les équipages qui servent outre-mer. Ils passent cette même qualification sur leur hélicoptère de dotation et ils peuvent être amenés à effectuer ponctuellement des appontages sur des bateaux de la Marine nationale ou de la Marine marchande. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Bah super, bah c'est très clair. On sait tout ce qu'il y a à savoir sur le cockpit de l'EC135 du coup. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de se retrouver pour la version longue sur mapoint.tv où là, bah, vous nous ouvrez les portes de votre unité, donc basée à Villacoublay, et vous nous dites tout ce qu'il y a à savoir sur l'EC135 et sa mise en œuvre en région parisienne, avec vos missions qui vous sont quand même assez spécifiques. Eh ben, merci beaucoup mon commandant, on dit bien mon dans la gendarmerie. Tout à fait. C'est ça, dans la marine on a perdu le statut de mon. Vaste sujet, lié à Trafalgar, mais bon, c'est comme ça. Encore merci, et le vol était super agréable, je vous en parle très rapidement. Allez, fly safe. Bonne journée.